Now watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update sur l'affaire Blake Lively Justin Baldoni. Je suis retournée farfouiller sur le site où il y a tous les documents juridiques qui sont déposés. Donc beaucoup de motions, hein, c'est encore toujours du ping-pong juridique et il y a certains documents qui sont sous scellés, on ne peut pas les voir, ils ne sont pas disponibles aux yeux du public. Bon, ça on le savait, hein, qu'il y avait certaines choses qui étaient sous scellés, mais c'est bien dommage parce que du coup il y a des informations qui sont un petit peu floues à mon sens. Vous allez voir, donc on démarre. Déjà le 9 septembre, il y a Justin Baldoni qui a fait la une de TMZ, hein, entre autres, car il fait face à de nouvelles accusations de harcèlement dans le cadre de sa bataille juridique contre Blake. Donc selon des documents judiciaires, une personne dont le nom a été censuré, a déposé des documents judiciaires affirmant avoir eu des interactions négatives répétées avec lui et ses associés, y compris des violences verbales de la part de Justin. Donc l'accusatrice a affirmé que Justin n'avait pas été autorisé à se rendre sur le plateau pendant la majeure partie du tournage en raison de ses expériences et a demandé à Justin de ne pas participer aux efforts de marketing ou de relations publiques. Une source a déclaré à TMZ que cette accusatrice témoignerait probablement contre le procès pour harcèlement S de Blake Lively contre Justin Baldoni, qui devrait donc s'ouvrir en mars 2026 à New York. Alors, le souci avec ces allégations, c'est que déjà d'une part, on ne sait pas du tout qui c'est. Donc elle veut garder l'anonymat et le document, il n'y a que des noirs en fait, des bouts, tout est censuré. Donc c'est très très faible, c'est très maigre et si vous voulez, le souci là-dedans, c'est que ça pourrait être du coup n'importe qui aurait donc stipulé cela, y compris quelqu'un du clan de Blake. Donc j'ai regardé justement quelques vidéos américaines qui traitaient de ça. Beaucoup pensent que c'est Blake Lively elle-même, hein, qui a orchestré cette fuite, qui a donc donné ça à TMZ pour faire la une, pour que Justin soit encore traîné dans la boue. Et d'après ce que j'ai compris, cette accusatrice qui pourrait potentiellement témoigner lors du procès, ça ne se fera pas. Alors, j'ai pas tout compris pourquoi exactement elle ne pouvait pas témoigner, pourquoi en fait tout ça c'était juste du flan, c'était vraiment juste pour salir Justin dans la presse, ça n'a aucun autre but. Comme je vous dis, hein, ça a été compliqué de comprendre, hein, parce que c'est que des trucs judiciaires, etc. Mais d'après ce que j'ai compris, on ne peut pas faire venir dans ce genre de procès qui est prévu quelqu'un qui viendrait juste dire oui, sur un plateau, je me suis embrouillée avec Justin. Parce que ça ne rentre pas, si vous voulez, dans le cadre de ce procès où, à la base, on traite de smear campaign, donc de campagne de diffamation. Donc, en soi, que Justin se soit potentiellement embrouillé avec une nana sur un plateau, qu'est-ce que ça vient faire là? Parce que des violences verbales, interactions négatives, c'est vague, ça veut tout et rien dire. Donc, voilà, c'est juste apparemment de fausses allégations selon beaucoup, juste pour traîner Justin dans la boue, parce que, encore une fois, d'un point de vue juridique, ça n'a strictement aucun poids. Et d'après des avocats qui font des vidéos sur le net, cette personne-là ne sera jamais appelée à la barre, parce que voilà quoi. Donc bon, en plus TMZ, je crois avoir compris qu'ils s'étaient fait cramer, hein, qu'ils étaient du côté de Blake, hein, donc ils pompent leurs infos à la source, tout comme plein de médias mainstream. Donc voilà la petite info là-dessus. Ensuite, le 10 septembre, le camp de Blake qui a déposé une motion au juge Liman. Alors, voici ce qu'ils disent. Les parties Wayfarer, pour rappel la boîte de prod de Justin, demandent une prolongation d'une semaine du délai de production des communications Signal pour 4 dépositaires, Melissa Nathan, Steve Sarowitch, Brian Friedman et Summer Benson. Par ordonnance du 27 août 2025, le tribunal a ordonné que les communications Signal soient produites avant le 8 septembre 2025. Les parties Wayfarer demandent une prolongation jusqu'au 15 septembre pour la production des communications Signal. La requête est rejetée. Une ordonnance fixant le calendrier est une ordonnance comme toute autre ordonnance du tribunal. Une partie doit justifier d'une bonne raison
pour sa modification. Les parties Wayfarer affirment que pour collecter les données Signal, le dépositaire doit mettre son téléphone au fournisseur pendant environ 12 à 24 heures et que les horaires de voyage et d'affaires ainsi que les difficultés techniques imprévues rencontrées par le fournisseur tierce lors de la collecte et du traitement les ont empêchés de terminer le traitement dans les délais pour les 4 dépositaires. Mais cela ne constitue pas une excuse valable pour ne pas avoir collecté les données pertinentes, étant donné que les parties Wayfarer ont été informées des demandes de communication Signal en février 2025 et au plus tard le 16 juillet 2025 et qu'elles ont accepté de produire ces communications il y a environ un mois. Du coup, le 11 septembre, le clan de Justin a déposé une motion au juge qui disait « Monsieur le juge Lehman, en tant qu'avocat de Wayfarer Studio, Justin Baldoni, Jamie Heath, Steve Sarowitch, It Ends With Us Movie, Melissa Nathan, The Agency Group et Jennifer Abel, donc collectivement les parties Wayfarer, nous nous opposons à la requête de Blake Lively visant à modifier le plan de gestion de l'affaire et les ordonnances de calendrier du tribunal. Madame Lively n'a pas justifié sa proposition de modification. Vous voyez comment ça se tire dans les pattes dans les deux côtés. C'est qu'elle leur reproche de ne pas fournir les communications en temps et en heure. Mais Blake, de son côté, elle veut modifier le calendrier, donc eux, ils disent non. Tout d'abord, Madame Lively était au courant des documents récemment produits et à venir depuis un mois, bien avant d'accepter de recueillir les dépositions des défendeurs à partir du 15 septembre. Le 4 août, Madame Lively a demandé la production de nouveaux documents pour les parties Wayfarer et a sollicité des communications supplémentaires pour plusieurs mois. Le 11 août, les parties Wayfarer se sont opposées à la requête de Blake Lively en vue d'obtenir une comparution forcée, mais ont indiqué qu'elle produirait de nombreux documents supplémentaires. À l'issue de la réunion, les parties ont convenu de la date du 15 septembre pour la déposition de Steve Sarowitch. Donc, pour rappel, c'est le milliardaire qui finance Justin. Des 18 et 19 septembre pour celle de Jamie Heath, le partenaire de Justin, et des 21 et 22 septembre pour celle de Justin Baldoni. Autrement dit, au moment où les parties ont convenu des dates de déposition, Madame Lively savait que des documents supplémentaires seraient fournis avant les dépositions. Deuxièmement, Madame Lively recevra les messages Signal non privilégiés de Monsieur Sarowitch d'ici le 12 septembre. Madame Lively affirme à tort que les parties Wayfarer ont insisté sur le fait qu'elles ne produiraient pas de communication Signal avant la date de déposition de Monsieur Sarowitch le 15 septembre. Les parties Wayfarer ont expressément indiqué à Madame Lively que les messages Signal non privilégiés de Monsieur Sarowitch et de Melissa Nathan seraient produits d'ici le 12 septembre. Enfin, Madame Lively insinue à tort que les parties Wayfarer sollicitent une prolongation générale de 30 jours de la date limite de communication préalable. En réalité, les parties Wayfarer ont demandé un accord pour recueillir la déposition de Taylor Swift uniquement pendant la semaine du 20 au 25 octobre en raison des obligations professionnelles préexistantes de Madame Swift. Que le tribunal accepte ou non la modification plus large demandée par le demandeur, les parties Wayfarer demandent respectueusement au tribunal de modifier l'ordonnance de planification dans le seul but de faciliter la comparution du témoin tierce Taylor Swift, qui a accepté de comparaître pour une déposition, mais qui ne peut pas le faire avant le 20 octobre 2025. Donc là, d'après ce que je comprends, en fait, ils sont en train de dire que Blake, tu mytho, on va te fournir les communications Signal en temps et en heure, pas de souci, calme-toi. Par contre, on a demandé une prolongation uniquement pour recueillir le témoignage de Taylor Swift, qui là, d'après ce qu'on comprend, a accepté de faire une déposition. Donc c'est pas tout ce que tu as demandé qu'on reporte, c'est juste reporté par rapport à Taylor Swift parce qu'elle n'est pas dispo avant. Ok ? Donc poursuivons, le 12 septembre, Blake dépose au juge Lehman. En opposition à la requête de Madame Lively, les défendeurs Wayfarer affirment avoir droit à une prolongation du calendrier de communication des preuves aux seules fins de recueillir la déposition de Taylor Swift, tierce partie. Les défendeurs Wayfarer ont tenté à plusieurs reprises d'impliquer Taylor Swift dans ce litige afin d'alimenter leur stratégie médiatique acharnée. Dans cette dernière tentative, les défendeurs Wayfarer affirment, bien que notablement sans preuve,
que Madame Swift aurait accepté de comparaître pour une déposition entre le 20 et le 25 octobre, environ donc 3 semaines après la clôture de la communication des faits dans cette affaire. Les défendeurs Wayfarer affirment que Madame Swift ne sera pas disponible pour une déposition avant le 20 octobre, mais restent silencieux quant à leurs efforts, le cas échéant, pour programmer cette déposition pendant la période de communication des pièces. Cela est probablement dû au fait que les défendeurs Wayfarer ne semblent avoir contacté l'avocat de Madame Swift au sujet d'une date ou d'un lieu de déposition qu'en début de semaine. À cet égard, le manque de diligence des défendeurs Wayfarer et leur manque de respect de la vie privée et de l'emploi du temps de Madame Swift sont stupéfiants. La communication des pièces est en cours depuis plus de 6 mois et l'agenda de Madame Swift est censé être chargé d'obligations professionnelles des mois à l'avance. À tout moment, au cours des 6 derniers mois, les défendeurs Wayfarer auraient pu demander une déposition, lui signifier une assignation à comparaître et négocier une date et un lieu convenables pour celle-ci. Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, les défendeurs Wayfarer avaient déjà pris connaissance de la déposition de Madame Swift en mai 2025, accompagnée d'une avalanche d'articles de presse la couvrant, avant de retirer cette assignation en grande pompe. Il avait été question que effectivement Taylor Swift fasse une déposition, mais finalement ça avait été abandonné du côté de Justin. Bon, c'est remis au goût du jour, pourquoi je sais pas. Aujourd'hui, sans explication, bien après que les dates et lieux d'audition de tous les témoins des autres parties et des tiers ont été négociés et convenus, sans jamais avoir renouvelé leur assignation à comparaître, les défendeurs Wayfarer se présentent devant ce tribunal et réclament le droit de recueillir cette déposition, et cette seule déposition, plus de 3 semaines après la clôture de la communication des faits et 10 jours après la date prévue pour l'échange des rapports d'expertise entre les parties. Les défendeurs Wayfarer ne tentent même pas d'expliquer la nécessité de cette déposition. Une telle démonstration serait attendue pour toute déposition intervenant après la clôture de la communication des faits, en particulier pour un tiers, mais elle est encore plus pertinente pour ce tiers que les défendeurs Wayfarer ont constamment cherché à utiliser pour créer un spectacle médiatique dans cette affaire. Les défendeurs Wayfarer n'abordent pas non plus la perturbation potentielle du calendrier de l'affaire, notamment la nécessité éventuelle de recueillir des communications et des dépositions supplémentaires après celle-ci, comme c'est souvent le cas pour les dépositions de tiers. En résumé, les défendeurs Wayfarer n'ont présenté aucun motif, et encore moins un motif valable, justifiant la prolongation demandée. Leur demande doit être rejetée. Du coup, le 12 septembre, on a les avocats de Taylor qui ont envoyé un courrier au juge Liman disant « Venable représente Taylor Swift, non partie à l'affaire. Je vous écris en réponse à la lettre de l'avocat de Wayfarer remise au tribunal hier. Comme le savent les avocats des parties, depuis le début de cette affaire, nous avons constamment affirmé que ma cliente, donc Taylor Swift, n'a joué aucun rôle important dans cette action. De plus, ma cliente n'a pas consenti à une déposition, mais si elle y est contrainte, nous l'avons informée, après avoir entendu parler de cette déposition il y a seulement 3 jours, que son emploi du temps lui permettrait de disposer du temps nécessaire pendant la semaine du 20 octobre si les parties parvenaient à régler leurs différends. Nous n'intervenons pas dans ces différends. Ok, donc en gros on comprend que Taylor Swift elle veut rien avoir à faire dans cette histoire, mais si elle est obligée, elle fera une déposition. Dans tout ça, il y a des articles qui sont sortis. Un ancien policier devenu détective privé aurait été arrêté au domicile de Travis Kelce, au Kansas, alors qu'il tentait de remettre une déposition à Taylor Swift pour le compte des avocats de Justin Baldoni. Justin Lee Fisher a été accusé d'avoir franchi la clôture d'une résidence privée dans un quartier privé. Le service de police de Leawood a confirmé qu'un homme avait été arrêté pour intrusion dans le quartier de Travis le 15 septembre, sans toutefois confirmer son identité. On nous a indiqué que des policiers avaient été dépêchés dans un quartier privé fermé peu après 2 heures du matin et que l'homme avait été arrêté pour délit d'intrusion. Il a été libéré après avoir versé une caution. Donc ce Justin Lee Fisher, qui devrait comparaître devant le tribunal municipal de Leawood le 15 octobre, a déclaré qu'il n'avait pas été blessé, hormis son arrestation pour avoir fait son travail et la perte potentielle de sa licence de détective privé. Donc 2 jours avant cette arrestation, le juge chargé de la bataille juridique, donc Liman, entre Blake et Justin, a rejeté une demande de prolongation de la déposition de Taylor Swift par l'équipe juridique de l'acteur. Donc
Là, si vous voulez, c'est un petit peu lunaire cette histoire. On comprend que ce gars-là, donc ce détective privé Fisher, s'est pointé à 2 heures du mat chez le gars de Taylor Swift pour lui remettre le papier pour la déposition. Alors, j'ai de gros doutes sur toute cette affaire parce que je crois pas que le clan de Justin ait envoyé un mec à 2 heures du mat chez quelqu'un pour donner un papier pour que Taylor Swift vienne faire une déposition. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Qui fait ça? Qui vient déposer un papier juridique à 2 heures du mat? Franchement, cette histoire, elle m'hallucine complètement. Toujours est-il qu'elle a fait la une. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que 2 jours avant cette arrestation, le juge, justement, donc Liman, a rejeté la demande de prolongation de la déposition de Taylor Swift. Et donc les avocats de Taylor Swift, comme je vous ai dit, ont nié avoir accepté de témoigner. Or, le clan Justin, c'est pas ce qu'ils ont dit dans leur courrier que je vous ai lu. Selon eux, elle était d'accord pour témoigner. Du coup, là, la question qui se pose, c'est si Justin n'a pas réussi à avoir une prolongation pour que Taylor Swift vienne faire une déposition, moi je comprends du coup qu'elle ne fera pas de déposition, puisqu'elle peut pas avant le 20 octobre. Et le juge n'accorde pas de délai. Donc je sais pas si vous vous rendez compte du bordel en fait. Je comprends pas trop, et je comprends pas trop non plus le clan Justin. Peut-être qu'on n'a pas toutes les infos en main. Mais effectivement, ils avaient lâché l'affaire en mai pour ramener Taylor Swift dans cette histoire. Finalement, maintenant, ils veulent qu'elle revienne dans l'histoire, mais c'est pas possible à cause du temps. Enfin bref, je sais pas ce qui se passe là, c'est un peu le bordel. Encore une fois, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qui ne sont pas révélées au public. En tout cas, là, ce qui est révélé au public, ça fait vraiment passer le clan Justin pour des cons. Et en plus de ça, ils envoient un gars 2 jours après que le juge ait rejeté la demande de prolongation pour donner quand même une déposition à Taylor Swift à 2 heures du mat. C'est pas terrible en fait si vous voulez là pour le clan Justin en termes d'image. Passons au 15 septembre. Le clan Justin Baldoni embauche un nouvel avocat et là pareil ça a fait la une car il s'agit de l'avocate Alexandra Shapiro qui a fait partie de l'équipe de défense de Diddy lors de son procès pour trafic S. Voilà. Donc forcément ça a fait les gros titres. Justin Baldoni qui recrute l'avocate de Diddy. Ça le place donc sous un mauvais jour, vous vous en doutez bien. Bon perso, c'est juste une avocate, voilà. Puis on ne sait pas qui du clan Justin l'a embauchée. Bref, en tout cas, elle rejoint l'équipe. Et le même jour, il y a Blake qui nous sort un truc de la lune et elle lâche pas l'affaire, elle est encore en train de se battre pour ça. Parce que rappelez-vous, en mai, elle avait retiré ses plaintes pour détresse émotionnelle parce qu'elle ne voulait pas fournir ses renseignements médicaux, son dossier médical, parce que voilà, elle avait dit qu'elle était mal, traumatisée depuis tout ça. Donc le clan Justin a dit ok, est-ce qu'on peut avoir du coup des preuves médicales de ta détresse émotionnelle? Elle a dit ah non 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 c'est privé. Bon si on peut pas le prouver, si t'apportes pas de preuves de ta détresse, non en fait tu bouges cette plainte là. Ça a été fait. Et là Blake Lively elle a sorti un lapin de sa manche. Mais alors un lapin un peu pourri, parce que ça n'a absolument rien à foutre dans une cour new-yorkaise. Elle veut que Justin paye des millions et des millions pour avoir porté plainte sans fondement, testant ainsi la loi MeToo californienne. Parce que rappelez-vous, Justin avait donc à son tour déposé plainte contre elle et Ryan Reynolds pour 400 millions de dollars. Et là, elle veut porter plainte contre lui pour avoir porté plainte contre elle. Et elle se sert donc de la loi MeToo californienne. Sauf que la loi MeToo, c'est donc une loi californienne, ça n'est pas une loi new-yorkaise. Elle ne s'applique pas à New York. Or, le procès là en cours entre Blake et Justin se déroule à New York, puisque le film s'est passé à New York. Blake à ce moment-là habitait à New York, enfin voilà, c'était que entre New York et le New Jersey. Donc dans une requête déposée, les avocats de Blake Lively ont plaidé pour l'octroi de plusieurs millions de dollars afin de couvrir ses honoraires et frais. Elle réclamera également des dommages et intérêts triples pour préjudice économique, émotionnel et psychologique, ainsi que des dommages et intérêts punitifs
pour abus de pouvoir judiciaire. Blake s'appuie sur la loi sur la protection des survivants contre les poursuites en diffamation instrumentalisée signée par le gouverneur Gavin Newsom en 2023. Dans sa requête, elle affirme que cette loi garantit que les personnes victimes de harcèlement S ou de représailles puissent faire part de leurs expériences aux tribunaux, aux agences, à la presse et à d'autres personnes sans craindre d'être poursuivies en justice. Et elle estime que, vu que Justin lui a fait un procès, c'est lui qui est en tort, selon cette loi. Les avocats de Justin ont soutenu que ce n'était pas le cas. Donc je les cite, les avocats de Justin. Blake Lively a fabriqué ces allégations de harcèlement S soit en bloc, soit en exagérant des interactions bénignes et non harcelantes, dans un effort concerté et malveillant pour prendre le contrôle du film et plus tard restaurer sa réputation après une série d'erreurs marketing largement médiatisées qui l'ont terni. Ils ont également soutenu que pour conclure à l'applicabilité de la loi californienne, le juge Liman devrait essentiellement court-circuiter le procès en se prononçant sur des points de fait litigieux. Ils soutiennent également que la loi dissuade les plaideurs de présenter des arguments de bonne foi et par conséquent qu'elle entrave de manière inadmissible l'exercice des droits garantis par la clause de pétition du premier amendement. L'équipe de Blake Lively souhaite obtenir une ordonnance de dommages et intérêts suivie si nécessaire d'une audience pour en déterminer le montant. Donc en gros, parce que Justin a porté plainte contre elle pour diffamation, elle veut qu'il paye. Parce que selon cette loi californienne, quand une femme dénonce un harcèlement S, elle ne peut pas avoir de représailles avec cette loi la protège. Sauf qu'encore une fois, cette loi, c'est une loi californienne. Elle n'est pas applicable à New York. Donc elle essaye absolument de forcer le truc, il y a plein de courriers là-dessus où elle essaye de faire appliquer ça à son cas, sauf que je ne crois pas que ça passera. Et en plus, du coup, elle demande, grâce à cette loi, que Justin paye tous les frais d'avocat qu'elle a engagés depuis le début de cette affaire et qu'en plus ça soit payé au compte triple, dommages, intérêts, punitifs, etc. Imaginez un peu ce qu'elle demande à Justin, quoi. C'est délirant, mais c'est sa nouvelle lubie. Et donc, comme vous l'aurez compris, elle refoue au goût du jour la détresse émotionnelle, le harcèlement S, etc. Alors que jusqu'à présent, elle n'a pas pu fournir la moindre preuve qui le prouvait. Et dans tout ça, elle nous sort qu'elle a quelqu'un qui aurait enregistré à son insu Steve Sarowitch, le milliardaire, là, celui qui finance Wayfarer et très certainement sans doute les frais d'avocat de Justin. Voilà, et l'a enregistré à son insu. Sauf qu'elle ne veut pas dire qui l'a enregistré et elle veut pas dire où c'était, ni quoi qu'est-ce. Enfin, en gros, elle veut faire des coupes de cet audio pour le public. C'est gentil, elle pense à nous, elle veut bien rendre public ce qui a été dit, mais pas tout. Or là, les avocats de Justin, enfin surtout celui de Steve Sarowitch, il dit non, bichette, si tu veux rendre l'audio public, rends tout l'audio public. Tu vas pas nous refaire comme avec le journal, là, le New York Times, à juste prendre des bouts qui t'arrangent. Tu vas tout mettre pour qu'on ait tout le contexte et qu'on puisse donc juger cet audio dans son intégralité, mais qu'on ait tous les éléments. Tu peux pas faire des coupes qui t'arrangent. Non, 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 non. Je vais essayer de vous mettre en petit i là, pendant que je vous parle, la vidéo, l'un des updates, où on avait parlé justement de certains mots qui auraient été prononcés par Steve Sarowitch. Ça avait fuité, cette conversation dans la presse. On en avait parlé ensemble, et apparemment il s'agit donc de cet audio, de cette conversation. Les avocats de Blake Lively affirment qu'il s'agit d'une preuve concluante d'un plan de représailles. Cet enregistrement audio secret de 2024, dans lequel le directeur du studio, Steve Sarowitch, déclare qu'il y aura 2 cadavres si l'actrice et son mari Ryan Reynolds dépassent un jour la limite. Jusqu'à présent, la transcription de cet enregistrement est restée scellée à la demande de Blake Lively. Mais Wayfarer Studio et le fondateur millionnaire de Paylocity, donc Sarowitch, ont demandé au juge de lever ces scellés et de divulguer la transcription. L'intégralité des propos de Steve Sarowitch, et pas seulement ce que la partie de Blake Lively appelle la menace des cadavres, doit être rendue publique, ont plaidé les avocats des accusés Justin Baldoni. Donc ils soutiennent que M. Sarowitch devrait être autorisé
à rendre publique l'intégralité de l'enregistrement afin de garantir son exactitude et de fournir un contexte. Donc selon la partie de Blake Lively, Steve Sarowitch a convoqué une réunion en août 2024 avec un témoin anonyme, identifié uniquement comme un individu travaillant avec Wayfarer sur un projet sans rapport avec Jamais Plus. Au cours de la réunion, le témoin anonyme a secrètement enregistré les propos de Steve Sarowitch, et donc je les cite: Si Madame Lively ou Monsieur Reynolds franchissent un jour la ligne rouge, je les poursuivrai. Je protégerai le studio comme Israël s'est protégé du Hamas. Il y avait 39 000 cadavres, il y aura 2 cadavres quand j'en aurai terminé. Minimum. Pas mort, mais genre tu es mort pour moi. Donc ce genre de mort, mais mort pour beaucoup de gens. Je vais dépenser beaucoup d'argent pour assurer la protection du studio. Donc cet audio appuie une accusation clé dans le procès intenté par Blake Lively en décembre 2024 qui allègue que les accusés de Justin ont comploté pour se venger d'elle, pour avoir dénoncé des actes de harcèlement S sur le tournage, ont plaidé ses avocats ce mois-ci. L'identité du témoin ayant enregistré l'appel doit rester confidentielle, a soutenu le camp Blake, de même que la transcription de l'audio et les documents connexes citant directement le témoin et décrivant les circonstances de l'appel. L'équipe de Justin a uniquement accepté que le nom du témoin et le nom du projet sur lequel il a travaillé avec Steve soient scellés, mais le reste, il faut le publier, ont-ils plaidé, invoquant le premier amendement et la jurisprudence établissant la présomption d'accès public immédiat aux documents judiciaires. Il est certain que tout droit au respect de la vie privée appartient à M. Sarowitch, la personne enregistrée sans son consentement. Il devrait être autorisé à faire entendre publiquement l'intégralité de l'enregistrement audio et ne pas se limiter à la transcription erronée et hors contexte de l'enregistrement par Blake Lively. Voilà, concernant donc cet audio, ce témoin mystère, franchement pour le coup, je suis complètement d'accord, hein, si tu veux parler de cet audio, si tu veux en diffuser une partie, bah non, diffuse-le intégralement. On veut bien ne pas citer le nom de la personne ni l'objet de la réunion, mais les propos tenus, tu dois les rendre publics. Steve Sarowitch a le droit de demander à ce que tout soit rendu public, donc l'intégralité de l'audio, parce qu'en plus le mec il s'est fait enregistrer sans son consentement. Donc tu peux au moins faire ça. Bon, nous verrons bien. Et dans tout ça, depuis là récemment, quelques jours, il y aurait de l'eau dans le gaz entre Blake Lively et Ryan Reynolds. Donc il y a quelques articles qui sont sortis à ce sujet, mais des articles très discrets pour le coup. C'est marrant. Quand ça descend Justin, je remarque que ça fait la une des grands médias comme TMZ, Daily Mail, People. Par contre, quand ça concerne des choses négatives sur Blake et Ryan, bizarrement, c'est beaucoup plus discret, il faut beaucoup plus aller fouiller. Donc, on a relevé une intervention de Ryan Reynolds, qui est actuellement en tournée nationale pour présenter son prochain documentaire John Candy, I Like Me, était donc devant le public du State Theatre New Jersey à New Brunswick le 25 septembre dernier. Il a évoqué la difficulté d'obtenir la participation de Bill Murray dans le documentaire réalisé par Colin Hanks, et comment cela a engendré un moment de tension dans son mariage. Donc Ryan a plaisanté en disant qu'il aurait pu y avoir un documentaire séparé sur sa tentative d'interview avec Bill Murray car il a eu beaucoup de mal à le joindre. Et Ryan a ensuite déclaré avoir laissé une quarantaine de messages à Bill Murray, donc il l'a harcelé pour l'avoir, et il poursuit son récit en disant « C'est drôle, je me rends à un gala et je vais rarement à un événement chic en smoking. J'y suis avec ma femme et on s'apprête à entrer quand mon téléphone vibre. Je le regarde et là je vois que c'est Bill Murray. Je m'écrie « Bill Murray !» Et là, Blake Lively aurait chuchoté en lui disant « Il faut qu'on y aille, quoi. On a attendu un gars-là, viens, on rentre. » Et il lui a répondu, c'est toujours lui qui raconte, hein, « Va te faire foutre. » Alors, on ne sait pas de quel gala il s'agissait, ni c'était quand, le lieu, etc. Mais déjà, voilà, ça fait un peu tiquer. Ok, gars, t'es content que Bill Murray te recontacte enfin, mais tu dis va te faire foutre à ta femme parce qu'il faut rentrer dans le gala dans lequel vous êtes invité. Enfin, bref. Donc ça, c'était, comme je vous dis, lors d'un événement public, c'est Ryan qui raconte tout ça. Et donc il y a un article qui est sorti et qui parle justement de cette intervention de Ryan et de ce gars-là, justement, de cette insulte, en titrant « Blake Lively se sent humilié par la façon dont Ryan Reynolds la traite ces derniers temps », selon une source. Donc si l'on en croit certaines sources, leur mariage est devenu toxique
et ils se disputent régulièrement. Pour rappel, ils sont mariés depuis 2012, ils ont 4 enfants, donc ils traverseraient une période difficile. Selon des sources, ils se déchirent et se disputent sans cesse. Ils sont devenus méchants l'un envers l'autre et ça les épuise tous les deux. Donc quand il racontait cette anecdote avec Bill Murray, si beaucoup ont ri de cette révélation, des sources proches affirment qu'elle révèle une toute autre histoire de leur mariage. Avant, ils se taquinaient pour s'amuser, mais ces derniers temps, c'est cruel. À cause de ces taquineries incessantes, Blake se sent humilié et Ryan agit comme si elle devait simplement encaisser, ajoutant « ce genre d'énergie n'est pas tenable », ce qui pourrait nuire à leur relation à long terme. Les disputes sont constantes, les jurons incessants et aucun des deux ne semble prêt à céder, a révélé la source. Voilà, donc écoutez, ça vaut ce que ça vaut, c'est des sources qui parlent de cela, mais ça ne serait pas vraiment étonnant en soi. Donc voilà les amis, écoutez, je vous laisse digérer tout ça. Et je vous retrouve prochainement pour un prochain update dès qu'il y aura du nouveau. Une chose est sûre, c'est que là, très prochainement, donc, on va avoir les dépositions de Justin et toute sa bande. Donc, voilà, on verra bien ce qui va en ressortir. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche.